J'ai l'impression que, comme vous et moi, là, on est en train de vivre ce moment. Je parle et vous regardez la capsule. On n'est pas au même moment, au même endroit, mais imaginez qu'on soit au même moment, au même endroit. Je parle, vous écoutez. Je vois des choses que vous ne voyez pas et derrière moi, vous voyez des choses que je ne vois pas. Et raconter l'entièreté de ce moment, eh ben, ce sera plus entier et plus complet si je raconte et que vous racontez et qu'on a les deux ensemble. L'intersectionnalité, c'est le fait de tenir compte du fait que quelqu'un, par exemple une femme noire, elle peut subir des discriminations en tant que femme et subir d'autres discriminations en tant que personne noire. Et que si on étudie juste une situation donnée dans le but de voir si oui ou non cette personne est discriminée, en se disant ben non, en tant que femme, elle n'est pas discriminée, et non, en tant qu'homme, elle n'est pas discriminée, en tant que personne noire, elle n'est pas discriminée, on peut louper une partie de la réalité. Parce qu'en fait, il y a des discriminations qui concernent juste les femmes, ou qui peuvent, comment dirais-je, s'abattre sur elle uniquement parce qu'elle est femme, d'autres uniquement parce qu'elle est noire. Mais il y en a encore d'autres qui ne sont présentes ni dans les discriminations... quand ces deux identités sont présentes ensemble et s'accumulent quelque part comme des timbres qu'on collerait les uns sur les autres, de nouvelles discriminations peuvent apparaître. C'est Kimberlé Crenshaw qui avait amené ce terme qu'il a utilisé, je crois, pour la première fois, et quelque part il est réutilisé depuis. Un exemple d'une femme qui, si mes souvenirs sont bons, mais même s'ils ne sont pas bons, l'exemple colle, elle avait des compétences en mécanique auto. Et c'était une femme noire. Et elle est allée se présenter pour être embauchée dans une entreprise où il y a de la mécanique auto qui est proposée à la clientèle. Et en fait, elle a estimé qu'elle avait été discriminée en tant que femme noire. L'argumentaire des personnes qu'elle avait accusées de l'avoir discriminée en tant que femme noire était pas du tout. Regardez, on a des femmes qui travaillent dans notre entreprise. Et par ailleurs, on a des personnes noires qui travaillent dans notre entreprise. Donc on ne peut pas vous avoir discriminé pour être une femme noire. Et elle a montré qu'en fait, dans l'entreprise, les femmes étaient surtout employées à des positions administratives et que parmi elles, c'était essentiellement des femmes blanches, essentiellement. Et que par contre, les personnes noires, elles, étaient employées pour les tâches notamment liées à la mécanique auto, mais que dans ces postes-là, il n'y avait pas de femmes. Et que du coup, elle, en tant que femme noire, avec des compétences en mécanique auto, elle était discriminée parce que vue comme non valable, non adéquate pour travailler dans la partie mécanique, puisque c'était essentiellement des hommes qu'on engageait, et elle était vue comme non adéquate en tant que personne noire pour travailler aux tâches administratives, puisque là, c'était des femmes blanches qui étaient essentiellement engagées. Et je dis essentiellement, je me demande si ce n'est pas uniquement engagé. Et que donc, elle qui avait les deux critères, quelque part, elle ne trouvait sa place ni d'un côté ni de l'autre. Et cette discrimination-là, on ne pouvait pas la voir si on prenait séparément sa caractéristique femme ou séparément sa caractéristique personne noire. On ne peut s'en rendre compte que quand on prend les deux ensemble et qu'on observe alors la situation. Et donc l'intersectionnalité ouvre quelque part tout un champ de discrimination qui n'est pas visible si on prend les critères séparément. Et qui plus est, c'est comme les personnes quand on résout ou quand on met en place des choses pour enrayer la discrimination vis-à-vis de certains groupes, en tenant compte ou en ayant une approche intersectionnelle, on a l'impression que oui, on arrange quelque chose pour un groupe, elles ne sont que 10, et en fait, est-ce que ça vaut la peine qu'on légifère ou qu'on prenne des dispositions pour qu'elles ne subissent pas la discrimination, puisqu'elles ne sont que 10. Mais en fait, dès qu'on travaille sur ces groupes-là, qui sont si spécifiques, en fait, à chaque fois, ça bénéficie au plus grand groupe. Donc, ce sont des choses importantes parce que non seulement ça permet à ces groupes, et je suis loin de la réalité chiffrée quand je dis qu'il n'y en a que 10, mais ça permet aux personnes de ces groupes qui cumulent différentes caractéristiques et sont donc potentiellement sujets à des discriminations cumulées, intersectionnelles. Travailler sur ces questions avec une approche intersectionnelle permet
de diminuer la possibilité qu'elles subissent des discriminations liées à plusieurs critères, mais aussi bénéficient plus largement au plus grand groupe. Donc on a toujours intérêt à travailler ces questions-là.